bienvenue dans cette nouvelle émission Quoi de neuf. Aujourd'hui, je reçois M. Serge Haribo, secrétaire général de GTM. Bonjour M. Haribo. Bonjour. Merci une fois de plus de venir à Zouk Télévision nous donner la suite de toutes ces affaires depuis 2 ans, cette pandémie de Covid. Comment allez-vous? Ça va, et j'espère que tous les téléspectateurs qui nous regardent vont bien aussi, parce qu'on est dans une période de fin d'année, et il faut faire quand même attention. Bien sûr, dans les avants, il commence à faire un peu plus frais, en tout cas en Martinique, et il fait très froid là-bas. Donc on espère que tous ceux qui nous regardent vont prendre toutes les précautions d'usage pour être en bonne santé. Alors, puisqu'on parle de santé, la 9e vague que le gouvernement commence à parler de plus en plus en France, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que nous sommes atteints par cette 9e vague à la Martinique? Alors, c'est un peu comme la 8e vague qu'on nous avait promis, quoi. On nous promet des vagues et des vagues. La 9e vague en Martinique, en tout cas, ça ne représente pas du tout quoi que ce soit. Alors, où est-ce qu'ils ont été chercher ça? Parce que les statistiques que nous avons en Martinique nous montrent que sur les 2 dernières semaines, nous n'avons pas de décès en pagaille, nous n'avons pas non plus de nouveaux cas en pagaille, puisque, par exemple, le 5 décembre, il y a eu 0 nouveau cas. Et en moyenne, sur 7 jours, c'est 84 cas de moyenne. Donc, on est très loin des summums qu'on aurait pu atteindre en 2021 et en 2020. On est au niveau des décès, en moyenne à 2 décès par jour sur les 7 derniers jours. Donc c'est ça, hein, tout le monde peut trouver ces statistiques sur le net, statistiques officielles diffusées par l'ARS et qu'on peut retrouver très facilement. Donc il n'y a pas de 9e vague, pour ainsi dire, puisque en hospitalisation, au niveau des soins critiques, on n'a pas, si vous voulez, une embolisation des services. On est plus en train d'essayer de remettre un peu à disposition de la population tous ceux qui ont été mis de côté dans le circuit normal de soins, de reprendre un peu, très difficilement, il faut le noter, le rythme habituel d'accès aux soins. C'est-à-dire que tous ceux qui n'ont pas pu être soignés correctement, c'est ça la 9e vague. C'est ce problème essentiel qu'on n'arrive pas. Même si la direction du CHU essaie de communiquer, de l'autre côté, on a une ARS muette, absente. On n'entend plus le directeur général, on n'entend plus personne. Donc, est-ce qu'il y a une ARS en Martinique ? Ça, on se pose la question. Pourtant, ils étaient là tous les jours sur nos radios et sur les ondes télé à diffuser des chiffres auparavant. Donc aujourd'hui, ce que nous pouvons dire, c'est que le constat et le bilan qu'on peut faire, c'est que cette pandémie de Covid et cette obligation vaccinale a mis à mal le fonctionnement du plus grand centre hospitalier de Martinique, le CHU de Martinique. On a en ce moment, disons, un absentéisme à hauteur de 12% du personnel. Donc sur environ 6 000, vous voyez tout de suite que ça va faire quand même pas mal de personnes. Habituellement, c'est 8%. D'accord. Donc ça fait quand même un écart important. 700 agents qui sont absents pour des raisons... pour certains de maladies, des raisons pour certains qui n'ont pas accepté la vaccination, qui ont fait des choix de se mettre en maladie ou de se retirer du circuit hospitalier. C'est cette action aveugle et délibérée qui a été faite, il faut bien le dire, que ce soit par la préfecture, que ce soit par l'ARS. C'est pour ça qu'on aimerait bien entendre tous ces gens-là aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que on a des difficultés aujourd'hui à comprendre qu'il faut attendre 4 mois, 5 mois pour de l'imagerie médicale. C'est des moyens de diagnostic tout simples, avec des pannes d'appareils. Ça, c'est une chose, des scanners qui tombent en panne, mais aussi un manque crucial de spécialistes. Alors, et ça, on ne cessera pas de le répéter. Ces données-là sont importantes à prendre pour la continuité des soins. Il faut absolument qu'on puisse résorber ces écarts. Si on parlait de la réintégration, est-ce qu'actuellement
nous sommes en passe en Martinique à réintégrer tous ceux qui sont mis à pied ou enfin bon. Est-ce que cette histoire, est-ce que c'est réglé ça, la réintégration ici? La réintégration n'est pas réglée, tout simplement pourquoi? Parce que le seul exemple, c'est l'Assemblée nationale. Vous avez un groupe parlementaire, la NUPES, qui a présenté un projet de loi pour la réintégration, avec des conditions contraignantes pour ceux qui ne sont pas vaccinés, qui est tout à fait anormal. Eh bien, le gouvernement, qu'est-ce qu'il a fait? Il y avait une niche de 24 heures pour ce groupe parlementaire. Constatant qu'il y avait une majorité qui allait voter pour, le gouvernement a fait tout ce qu'il fallait en posant des amendements à la place des députés d'ailleurs. Donc c'était la première fois. C'est la première fois qu'on voit ça. Et pour empêcher ce vote avant minuit. C'est ça. Et c'est quand même dramatique, mais ça montre bien que le problème de la réintégration, le problème de l'obligation vaccinale est toujours posé, en tout cas en France, qui se trouve de plus en plus isolée. Il est posé et au niveau juridique, on commence à avoir, que ce soit la Cour d'appel au niveau de Paris, que ce soit des juridictions comme les prud'hommes, qui de plus en plus ordonnent la réintégration de personnel soignant. Aussi à la Martinique, les prud'hommes ont... Alors, pour la première fois au prud'homme à la Martinique, on a un cas d'un agent qui avait été suspendu par son employeur et le conseil des prud'hommes a ordonné, premièrement, d'arrêter la suspension, parce que ce personnel était suspendu, et deuxièmement, a ordonné sa réintégration à son poste de travail. C'est quand même assez important à noter. Donc, c'est un de plus, mais un acte juridique de plus, qui montre bien qu'il y a des grosses défaillances dans le texte de loi qui est posé. Pourquoi? Parce que la suspension n'existe pas de façon réglementaire dans les textes. D'accord. On ne peut pas laisser aussi longtemps des personnels, 2 ans, suspendus. Lorsqu'on est suspendu, on ne touche pas sa paye. On ne touche pas sa paye, on ne peut pas toucher les allocations chômage, c'est-à-dire que socialement, on est mort. Et ça n'existe nulle part, puisque du point de vue du droit, que ce soit au niveau des déclarations des droits de l'homme, que ce soit au niveau du droit français, l'État devrait pouvoir permettre aux gens de travailler pour subvenir à leurs besoins. Or là, on arrête carrément socialement les gens, on les suspend et on ne comprend pas que cette compréhension-là ne se passe pas. Alors, on a des exemples maintenant, l'Italie, l'Espagne, mais dernièrement... Alors justement, est-ce que tous ces pays que vous citez, eux aussi refusent la réintégration? Est-ce que la France, en fait, est comme les autres Européens? Non, la France est le dernier pays européen à appliquer la suspension, à appliquer l'obligation vaccinale. Les autres pays ont fini avec ça. Le dernier pays qui était là et qui attendait la fin décembre, le Conseil d'État en Grèce a ordonné la réintégration au gouvernement et le gouvernement a acquiescé, a dit on accepte cette décision juridique. Il y a donc c'est la plus haute instance. Ils ont eu un conseil scientifique, et la plus haute instance juridique de Grèce a analysé la question suite à une requête et a ordonné la réintégration. Là, il n'y a pas de scientifiques, de groupes scientifiques qui viennent donner leur avis ou quoi que ce soit. C'est la juridiction qui a trouvé tout à fait non réglementaire, non adapté à la situation des besoins de santé, cette suspension des personnels et cette mise à l'écart. Donc voilà, la France se retrouve dernier de la classe. Et je crois et j'espère que tout le monde comprendra qu'il y a quelque chose d'anormal qui se passe là. Il faut que vraiment qu'on puisse revenir à des choses un peu plus correctes. Alors, il n'y a pas si longtemps que ça, on a parlé d'une infirmière, enfin une soignante, qui s'est donné la mort parce qu'elle n'avait plus les moyens de subvenir à ses besoins, peut-être aux besoins de ses enfants. Et aux besoins de ses enfants. Ouais. Et elle n'est pas la seule. Ce qui est important à dire, il y a déjà eu plusieurs cas de suicide, c'est pas autant médiatisé ou alors ça ne circule pas autant sur les réseaux sociaux, mais dans toutes les régions de France, il y a des personnels qui sont en difficulté lorsqu'ils sont suspendus et qui, s'ils sont pas accompagnés, ils peuvent aller au pire. Ça, c'est certain. Oui, parce que j'ai entendu dernièrement dans une émission en France
où les gens venaient marteler des chiffres, laissant comprendre que c'était infime le nombre de personnes, de soignants qui ont été suspendus. Mais ça reste quand même beaucoup, même si je ne me rappelle pas des chiffres. Mais ce qu'il y a à dire de façon très simple, ces gens-là sont qui pour décider que c'est normal d'empêcher à quelqu'un de vivre normalement alors qu'il a des diplômes, qu'il a un emploi? Ils sont qui? Dans les textes, ils n'existent pas. La question des droits de l'homme, ces gens-là n'existent pas. La question de la réglementation du droit hospitalier, du droit au travail dans une clinique, pour les pompiers, pour les préparateurs, ils n'existent pas, ces gens-là. Ils sont qui? Ce ne sont que des gens, c'est du vent. Oui. Le débat de fond n'est jamais abordé. Ce sont des artifices de langage qui sont employés. Et nous considérons aujourd'hui qu'on a déjà apporté suffisamment, en tout cas, si d'autres pays le font, c'est qu'il y a quelque part une particularité française, et je ne dirais pas laquelle, mais c'est du vent. Parce que les autres pays autour, à moins qu'ils soient complètement arriérés, ils n'ont aucune intelligence. Il n'y a qu'un État qui brille en Europe et qui est capable de maintenir des suspensions. Ou alors, est-ce que ce sont les derniers nuls de la classe ? Nous pensons plus que c'est cette question-là qui doit être posée et qu'ils devraient se remettre en cause, de remettre leur logique en cause et de cette érosion-là du droit doit cesser parce que ce sont des libertés qui sont attaquées. Alors, le président de la République française, à un moment, parlait de ce pognon de dingue. Mais je ne sais pas de quel pognon de dingue il parlait, mais est-ce qu'il parlait peut-être de ce que la Cour des comptes... Il y a quelque chose qui sortait avec la Cour des comptes, une sorte de 600 millions. Oui, et là, apparemment, je ne sais pas si on entendra ça sur tous les médias, tous ces sachants là qui parlent. Alors, on avait, quand on dit on, le gouvernement avait indiqué qu'il fallait tracer, c'était le tracing qu'on disait, les cas de Covid. Donc, chaque fois que quelqu'un avait le Covid, il fallait tester, tracer, isoler. Isoler, ils n'en ont pas tellement fait. Et il fallait savoir, autour de la personne qui avait eu le Covid, tous ceux qui étaient cas contact. Oui. Donc, on a introduit un certain nombre de dispositifs pour permettre de faire ça. Aujourd'hui, la Cour des comptes, on va passer déjà par la conclusion de la Cour des comptes, qui remet en cause ce dispositif en disant que l'efficacité globale est incertaine. Quand quelque chose est incertain, ça veut dire que, mais vraiment, c'est le flou artistique. Et que ce dispositif n'avait déjà aucun effet sur les contaminations et les hospitalisations. On ne pouvait pas les quantifier en l'absence d'évaluation scientifique. Et la performance n'était pas là. Donc, une critique de ce dispositif qui est censé s'arrêter fin janvier. Ça devrait servir de leçon à tout le monde. Alors, on a mis ces dispositifs-là en place, ils n'ont pas été efficaces ni efficients, mais ça a coûté plus de 600 millions d'euros. Et on nous dit aujourd'hui qu'il n'y a pas d'argent pour faire fonctionner nos établissements de santé. La prise en charge est dégradée à ce point. Alors, quoi qu'il en coûte, eh bien oui, c'est une casserole de 600 millions d'euros. De plus de 600 millions d'euros. Là, M. Macron, qu'il nous dise pourquoi cette casserole-là. Pourquoi cette inefficience? Pourquoi la Cour des comptes épingle aujourd'hui ce dispositif? Et ça, et on refuse de payer des soignants qui peuvent travailler, qui peuvent apporter des pompiers, des préparateurs en pharmacie, des infirmières libérales, des médecins. On les empêche de vivre. Et ça, je crois que ces dépenses ne sortiront pas de la poche de toutes ces personnes qui parlent. Et qui parlent. C'est clair. Pourquoi? Dépenses aux frais de la sécurité sociale. Donc de qui? De nous, du peuple. Et ça aussi, il faut que tout le monde l'entende. On dépense, on dilapide les fonds publics dans des opérations qui sont aujourd'hui mises à l'index par la Cour des comptes. Et je crois que là aussi, nous avons le droit de dénoncer ça. Et de dire, là, il y a des choix qui ont été faits à la va-vite, qui ne correspondaient pas à l'efficacité. Pourtant, nous, quand on a demandé simplement qu'on mette le dispositif prévu,
laisser les médecins de ville travailler, recevoir comme ils auraient dû recevoir les patients, mettre à leur disposition tout ce qu'il fallait pour l'oxymétrie, mettre à leur disposition pour le suivi du taux d'oxygène de ces patients, mettre à leur disposition des infirmiers libéraux qui viennent à domicile et qui puissent tracer ça. Au lieu de mettre ce tracing-là, ce système-là, ces 600 millions d'euros auraient dû être utilisés à bon escient au chevet du patient, pour le patient. Et là, non, on a préféré faire des choses grandiloquentes, qu'on peut médiatiser. Et puis aujourd'hui, 600 millions d'euros se sont envolés. D'accord. Il y a combien de Martiniquais qui ont été suspendus? Alors, depuis le début, on a eu des Martiniquais entre 100 et 200 Martiniquais suspendus. Aujourd'hui, on nous annonce au CHU qu'il y en a moins de 10. On dit, on a bien travaillé. Pourquoi? Parce que nous avons utilisé, ce qui a été fait dans notre territoire, les moyens à notre disposition en étudiant la loi. La loi prévoyait qu'on avait ce statut vaccinal, comme ils disent, si on avait eu le Covid une fois et qu'on avait une première dose. Deuxièmement, si on avait eu le Covid, on avait 4 mois de rémission. Donc pendant 4 mois, on ne pouvait pas être suspendu. Quand on était en congé de maladie, on ne peut pas être suspendu. Et quand on a un certificat de contre-indication, on ne peut pas être suspendu. On rappelle quand même, il y a plus de 800 aujourd'hui en Martinique de contre-indication vaccinale. Qu'ils les suspendent. Qu'ils suspendent tous ceux qui sont en maladie. Nous, on décompte entre 1500 à 2000 suspendables. Si aujourd'hui les autorités décident d'aller jusqu'au bout et remettent en cause tous ces éléments qui ont été fournis par les agents, tout le monde s'en ira pour se soigner ailleurs. Ben oui. Voilà la conséquence qui serait dramatique pour nous. C'est pour ça qu'aujourd'hui, que tout le monde met la pédale douce. Et tout ça pour rappeler aussi les taux de vaccination. Bien sûr. Les taux de vaccination en Martinique aujourd'hui, première et deuxième dose, c'est 43% de la population. Troisième dose, c'est 20%, 19, et quelques pourcents. Des taux très faibles auxquels il faut s'adapter, il faut donner les moyens aux gens de se protéger, que ce soit le Covid ou que ce soit un autre virus qui viendrait. Donc, la réalité du terrain nous rattrape tout le temps et indique à ce gouvernement et à ses représentants locaux la Martinique est un territoire non vacciné. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Nous proposons de travailler différemment. On l'a toujours fait, on a toujours fait des propositions. Maintenant, si on a en face de nous des gens qui ne savent pas qu'on peut faire autrement, ben il faut qu'ils sachent qu'il faudra que tôt ou tard, ils entendent la population qui, dans les faits, leur donne une démonstration contraire. Est-ce que la nouvelle direction, est-ce qu'ils ont mis un petit peu la pédale douce? Est-ce qu'ils sont plus conciliants le temps passant? Alors, la différence de la période de Madame De Wilde, qu'on appelait Mampichi, Madame Piqûre, qui était là essentiellement pour mettre en place un processus, non pas gérer un établissement, mais mettre un processus d'obligation vaccinale. La direction reconnaît aujourd'hui qu'il y a toutes ces voies indiquées dans la loi qui permet à quelqu'un d'avoir un statut vaccinal sans être vacciné. Ça, c'est une première chose. Donc, il y a une note de service qui est ressortie, qui reprend ces éléments. Seulement, nous disons, on a inculqué aux gens depuis la période de Wilde qu'on pouvait travailler à imposer. C'est-à-dire que dans l'organigramme de cet établissement, il y a des cadres qui pensent ou des médecins qui pensaient qu'ils pouvaient intervenir auprès des agents, les obliger, les contraindre, même à l'école de formation. L'Institut de formation en soins infirmiers, il y avait des dispositifs qui étaient contraignants, trop contraignants, et des intervenants qui n'avaient pas à intervenir auprès des étudiants. Donc aujourd'hui, nous avons demandé à cette direction de rétablir un peu les choses, de remettre un peu le droit en place, et ils ont mis la pédale douce, ça c'est certain. Sinon, ils ne seraient pas venus dire il y a moins de 10 suspendus. Ils auraient été obligés d'en suspendre plus de 1500. Donc, c'est la réalité d'aujourd'hui. Par contre, ce que nous apercevons, nous avons une note là qui vient de paraître, une note d'information qui indique la procédure qui doit être mise en place dans ce CHU
pour l'information et le consentement éclairé du patient. Ça date de cette année, 31 octobre 2022. Cette information sur le consentement, nous considérons que c'est un rétablissement du droit du patient qui a été bafoué à plusieurs reprises pendant cette période. On a vécu des périodes où est-ce que la sélection sur l'âge a été faite. On a vécu des périodes où est-ce que sans le consentement du patient, certains se sont retrouvés vaccinés. On a vécu des périodes où sans le consentement ni de la famille ni du patient, il y avait une orientation pour faire partir les gens qui étaient trop âgés, pour ne pas en dire plus. Nous disons que cette procédure d'information, de consentement éclairé du patient, telle qu'elle est définie dans le cadre général de fonctionnement de l'établissement, c'est une bonne chose et il faudrait que tout le monde, y compris les associations de défense des usagers, puissent disposer de ce document, mais aussi le transmettre, le permettre à tout un chacun de comprendre qu'il y a un droit qui doit être respecté, c'est le droit du patient, c'est un droit national, c'est un droit international, et qu'il a été trop bafoué pendant cette période-là, et qu'aujourd'hui, le fait que cela sorte, que ce soit le patient adulte ou le patient non adulte, les jeunes aussi, tout le monde a le droit à cette considération, cette information éclairée. C'est ce que le texte disait. On n'a jamais cessé de le répéter. Pour la vaccination, il faut être éclairé pour donner son consentement. Alors, on a atteint l'heure, mais quelques nouvelles de l'hôpital de Trinité? Oui, alors l'hôpital de Trinité, fait son petit chemin de remise en place des activités par la rénovation. Donc là, se termine le chantier au début d'année, je pense que ce sera terminé des consultations externes, la rénovation. Va s'enclencher en début d'année les rénovations de services, notamment les services qu'on voyait qui coulaient et ainsi de suite. Donc les services du 3e étage. Et nous espérons que graduellement dans l'année, puisqu'il faut dépenser les financements européens en 2023, que les autres chantiers vont s'ouvrir, tels que la construction d'un centre d'hémodialyse et la remise en place au niveau du bloc opératoire d'un certain nombre de salles. Toujours dans l'ancien site, l'actuel site. Toujours dans l'ancien site. Et le nouvel hôpital, ça avance? Tout en prévoyant la construction du nouvel hôpital, puisqu'il y a déjà des marchés qui ont été lancés pour mettre en place le projet. Certains ont des doutes toujours sur le terrain. Le terrain, il est là. Je suis passé encore dernièrement regarder. Donc, c'est le processus. On est certain que, ce sera pas 2 ans, 3 ans pour reconstruire. Mais le processus, il est bien enclenché et nous veillerons à ce qu'il aille jusqu'au bout. C'est la mairie de Trinité qui offre le terrain? C'est la mairie de Trinité qui a offert le terrain et qui suit aussi, puisqu'il y a d'autres activités qui seront sur ce terrain, telles que le centre de pompiers, l'activité de la Valériane et de Beau Séjour peut-être vont se retrouver autour de l'hôpital. Donc, il y a un suivi à plusieurs parties, donc l'État, la mairie et les institutions départementales, la CTM, puisque les pompiers dépendent de la CTM. Oui, bien sûr. Monsieur Haribo, merci beaucoup d'être venu une fois de plus nous éclairer. J'espère que les téléspectateurs nous avons beaucoup de nouvelles, mais on a trié l'essentiel. C'est pour aussi attirer l'attention de tout le monde qui nous dit « Est-ce que c'est terminé ?» Tant que vous n'aurez pas entendu que l'obligation vaccinale a été levée, le combat continue. Merci beaucoup, Serge Haribo. Merci. Vous êtes secrétaire général de l'UGTM Santé. Merci à Manuela pour la réalisation. Merci à vous, chez vous, de nous avoir suivis. À très vite sur Zouk TV.